Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle édition de là où on se dit les vraies affaires et où on voit le sport sur un autre angle, sur une autre vision. Vous êtes comme à l'habitude avec Benji. Ça fait un bout qu'on s'est pas parlé. J'ai eu un horaire assez occupé. Mais là, on vous revient avec une émission assez chargée aujourd'hui parce que oui, l'actualité sportive, il y en a beaucoup en ce moment, autant au hockey qu'au football, au baseball, où on va entamer la série mondiale vendredi soir avec deux équipes qui n'étaient pas supposées être là au début des séries. Et on va parler évidemment de la fin de saison, malheureusement, du CF Montréal et de plein d'autres choses dans l'actualité sportive. On va essayer d'y aller le plus rondement possible parce que du stock, il y en a à revendre. On va commencer avec le Canadien de Montréal qui, la saison est bien entamée. Déjà 7 matchs de fait à la saison régulière. Le Canadien qui a une fiche quand même de 4 victoires, 2 défaites et 1 défaite en prolongation. C'est un début quand même qui est, on va se le dire, excellent là, quand même. Le 9 points sur une possibilité de 14, c'est beaucoup pour le Canadien. Une équipe qui démontre du caractère en ce début de saison. C'est pas facile. On a quand même 3 blessés importants déjà dans l'alignement. Je parle ici de David Savard, Kaden Goulet en défense et de Kirby Dach en attaque qui sera absent lui malheureusement pour le reste de la saison en raison d'une grave blessure au genou. D'ailleurs, je trouve ça tellement dommage parce que Kirby Dach connaissait un excellent début de saison. J'aimais son jeu, avait connu une bonne pré-saison également et avait débuté la saison en force. Une autre année de développement gâché dans son cas, ça c'est vraiment dommage. Et en plus, ça laisse vraiment énormément de responsabilités sur le premier trio de Nick Suzuki qui a pas un début de saison facile. Seulement un but jusqu'à maintenant. Le fait contre les Blue Jackets de Columbus au dernier match. Une victoire d'ailleurs de caractère par le Canadien de Montréal. On a su que Martin Saint-Louis a haussé le ton. Après une première période, on va se le dire, mitigé, très décevant contre Columbus. On perdait 2-0 contre une équipe, on va se le dire, prenable, qui est un peu dans la même situation que nous, c'est-à-dire en reconstruction, avec un jeune comme Adam Fantilli, qui a été le troisième choix, au dernier repêchage. Très intéressant. Beaucoup d'avenir à Columbus, mais ça restait une équipe prenable, honnêtement. Et le Canadien, en première période, c'est pas compliqué, on patinait pas. On n'allait pas vers le filet, excepté Alex Newhook et Josh Anderson qui ont connu un excellent match jeudi, mais pour moi, le Canadien doit mieux commencer les matchs, premièrement, et doivent moins prendre de pénalités. Encore beaucoup trop de pénalités contre les Jackets. Et ce que j'ai été content au moins, c'est qu'on s'est servi de l'avantage numérique pour revenir dans le match. Ça a été quelque chose qui a fait beaucoup défaut dans les dernières années chez les Canadiens. Là, au moins, hier, on a été opportuniste. Mike Matheson a été excellent comme toujours. Plus de 28 minutes de jeu. C'est énorme, soit dit en passant. On pourra pas l'utiliser autant toute la saison. On va le brûler. Et en attaque, comme on dit, les meilleurs ont été les meilleurs. Nick Suzuki et Cole Caulfield se sont levés. Cole, c'est déjà son deuxième but gagnant en prolongation depuis le début de l'année. On va se le dire, là, c'est un joueur spécial, Cole Caulfield. Là. C'est un gars qui a pas besoin d'être bon tout le match. Il est clutch, comme on dit. Il est capable de, dans les grands moments, quand c'est le temps d'aller chercher le but, il est là. Et en prolongation, je m'excuse, mais à 3 contre 3, c'est un joueur incroyable. C'est le joueur qu'on avait besoin chez le Canadien de Montréal dans le présent et dans le futur pour être notre vedette, le joueur qui va aller chercher les buts importants quand on en a besoin. Et c'est ce qu'il fait présentement. Déjà 4 buts cette saison. Et quand même sur un bon rythme. Là. 4 buts en 7 matchs. Il y a à peu près, c'est 8 points en 7 matchs environ. C'est vraiment excellent pour Cole Caulfield. Honnêtement, il est à un rythme d'un autre niveau présentement. Puis s'il reste en santé, je suis convaincu qu'il va faire un minimum de 30 buts cette année. 30-35 buts. Je trouve que 45-50, c'est un peu exagéré, là. Mais on sait jamais. Ça reste un joueur d'exception, un des meilleurs buteurs déjà de la Ligue nationale de hockey. Donc, et pour le Canadien, c'est important cette victoire-là hier contre une équipe, comme j'ai dit, qui est prenable. Je veux dire, contre les Devils du New Jersey, c'est correct que tu perds. Les Devils sont rendus à un autre niveau. C'est une équipe qui aspire à peut-être même la finale de l'Est, même peut-être la finale de la Coupe Stanley. C'est correct que tu perds contre ces équipes-là si tu déploies un effort. Mais contre des équipes, contre les Blue Jackets de Columbus, les Flyers de Philadelphie, des équipes qui sont en développement comme nous, faut aller chercher des victoires ou du moins aller chercher quelques points par-ci par-là parce que sinon la saison va être très longue. Mais jusqu'à maintenant,
J'aime ce que je vois. J'aime l'attitude de Martin Saint-Louis. On joue quand même pour gagner. Oui, je comprends qu'on est dans le développement, on veut pas trop gagner, on va un bon choix au repêchage. Mais il faut quand même développer l'équipe dans une culture gagnante. Donc, gagner des matchs de temps en temps, il n'y a pas de mal à ça, à mon avis. Et du côté du Canadien, là, quand on regarde les prochaines semaines, ça va être difficile. On accueille les Jets de Winnipeg samedi au Centre Bell. Ça, je considère que c'est un match qui est prenable encore dans les circonstances. Mais regardez les prochaines semaines. Là. La semaine prochaine, 3 matchs dans l'Ouest, à Las Vegas, en Arizona et à Saint-Louis. C'est jamais facile pour le Canadien dans l'Ouest. Et quand on va revenir de cette séquence-là, on accueille coup sur coup le Lightning de Tampa Bay. Ensuite, on s'en va à Détroit face à des Red Wings qui vont très bien présentement. Et on va accueillir au Centre Bell coup sur coup les Bruins et les Canucks. 2 équipes qui vont très bien. Donc, ça sera pas facile. Là. Puis la semaine d'après, c'est les Flames, les Golden Knights au Centre Bell, puis on retourne à Boston. C'est pas un calendrier qui est évident à gérer pour le Canadien dans les prochaines semaines. Puis c'est là que j'ai hâte de voir, d'ailleurs, le ménage à 3 devant le filet, qui est d'une Primo qui a bien fait quand même quand on l'a utilisé un match. Mais ça va être intéressant. Mais pour le Canadien, c'est pour ça qu'à chaque match prenable, faut aller chercher des points. Parce qu'on va en avoir des matchs où ça va être très compliqué. J'ai déjà peur à Vegas, d'ailleurs, lundi. Mais on va rester positif, c'est un bon début de saison, faut continuer dans cette lignée-là. On va immédiatement s'en aller rapidement au football. Qu'est-ce qui se passe dans l'actualité du football? Les Alouettes vont faire leur dernier match de la saison régulière en fin de semaine face aux Tiger Cats de Hamilton au stade Percival Morrison. D'ailleurs, les 2 équipes vont s'affronter 2 semaines de suite au même stade, au même endroit à Montréal, parce que les Alouettes vont accueillir la demi-finale de l'Est à Montréal contre les Tiger Cats d'Hamilton. Et d'ailleurs, c'est la même demi-finale de l'Est que l'an passé, à Montréal aussi. Et les Alouettes l'avaient emporté l'an passé pour aller s'incliner à Toronto face aux Argos qui, eux, attendent encore une fois le gagnant de ce match-là. Donc, il y a quand même des similitudes avec la saison dernière. Les Alouettes qui ont quand même connu une bonne saison cette année. 10 victoires, 7 défaites. Moi, honnêtement, c'est au-delà de mes espérances. Je m'attendais que cette équipe-là soit ne fasse pas les séries ou qu'on finirait 3e. Le défi pour les Alouettes, pour moi, c'est pas nécessairement battre les Tiger Cats en fin de semaine ou à la demi-finale de l'Est. Moi, j'ai déjà la visée sur la finale de l'Est à Toronto. Est-ce qu'on peut battre ces grandes équipes-là? On a perdu énormément de matchs cette année contre des équipes qui avaient une fiche gagnante. Comme on dit, on gagne contre les moins bonnes équipes, mais on perd contre les bonnes. J'ai hâte de voir pour les Alouettes, mais ça serait une déception, on va se le dire, perdre en demi-finale de l'Est chez nous. On va commencer par le match en fin de semaine, même si ce match-là ne veut rien dire. Faut bien sortir, se présenter et essayer d'aller remporter ce match-là. Les 3 carrières devraient voir du jeu. Pourquoi? Là, les gens me diraient, ouais, pourquoi on utilise Cody Fajardo dans un match qui veut absolument rien dire? Les Alouettes ont eu congé la semaine dernière, hein, après une victoire à Edmonton. C'est logique que Fajardo joue un peu, là. Ça prend des répétitions. On peut pas le laisser 2 semaines sans jouer avant la demi-finale. Donc, c'est logique. Mais on va utiliser les 2 autres carrières, donc ça va être intéressant. Et on va parler évidemment de la NFL rapidement. On va faire une prédiction sur chaque match qui va avoir lieu en fin de semaine. C'est déjà la 8e semaine d'activité. Oui, la 8e. C'est quand même... Honnêtement, moi je m'attendais pas qu'on s'en là aussi vite, mais la vie, ça passe vite comme on dit. On va commencer rapidement. 13h dimanche, les Texans contre les Panthers de la Caroline en Caroline. Les Panthers, 0 victoire, 6 défaites. Les Texans, 3 victoires, 3 défaites. Les 2 premiers choix au repêchage vont s'affronter. Bryce Young contre CJ Stroud. Il n'y a pas de compétition depuis le début de l'année, on s'entend. CJ Stroud des Texans est clairement le meilleur joueur. C'est un rare match que les Panthers de la Caroline peuvent gagner cette saison. J'hésite vraiment sur ce match-là, mais je pense que les Texans sont une équipe excitante. Je veux les voir gagner. Victoire, Texans qui sont dans une division où ils peuvent encore compétitionner avec les Jaguars de Jacksonville si les Texans l'emportent en fin de semaine. Donc, c'est intéressant. Un affrontement de division mythique à 13h. Les Vikings à 3-4 qui affrontent les Packers à 2-4. Les Vikings sont sur 2 victoires de suite. Les Packers, ça va pas très bien présentement. Je pense que à domicile, les Packers vont rebondir et vont battre les Vikings du Minnesota pour resserrer leur division qui est quand même menée là, largement par les Lions de Détroit présentement. Mais on peut tenter une remontée. Les Patriots qui ont gagné une victoire surprise la semaine passée face aux Bills sont maintenant à 2-5, vont visiter les puissants Dolphins à Miami de 5 victoires, 2 défaites qui se sont inclinés à Philadelphie. Il n'y aura pas vraiment de match pour moi. Les Dolphins vont
marcher sur les passes, vont vouloir se reprendre après leur défaite. Les Jaguars à 5-2 vont visiter les Steelers à 13h à 4-2. Ça, c'est un très bon match, honnêtement. C'est dur à dire qui va remporter cette victoire, mais je pense que les Jaguars, c'est une équipe inconstante. On est sur 3 victoires de suite quand même, mais c'est une équipe qui reste jeune. Je pense que les Steelers vont remporter ce match-là. Les Steelers s'appuient sur une très bonne défense. L'attaque commence un petit peu à prendre du mieux. Bon, ça reste mitigé, mais je pense qu'à domicile, les Steelers sont très durs à battre. Les Steelers vont l'emporter. Les Commanders de Washington à 13h à 3-4 vont accueillir les Eagles à 6-1. Pour moi, c'est quand même un match facile à prédire. Je pense que les Eagles vont l'emporter. Les Commanders ont perdu à New York la semaine passée. Une défaite inacceptable. Oui, ils vont vouloir rebondir, mais les Eagles, c'est une équipe puissante, on le voit, ont une seule défaite cette saison. Mais bon, attention, une surprise peut toujours arriver. Je vous rappelle que les Eagles ont quand même perdu leur seul match contre les Jets à New York, donc bon, on sait jamais. Mais je m'attends que les Eagles l'emportent. À 16h25, les Ravens à 5-2 vont visiter les Cards 1-6. Vous devinez ma réponse. Les Ravens qui ont marché la semaine passée sur les Lions de Détroit. Il n'y a pas eu de match, mais les Ravens vont battre les Cards. Peut-être un retour de Kyler Murray par contre pour les Cards bientôt, mais ça reste à voir, on n'a pas de confirmation de ce côté-là. Un match intéressant à 16h25, les Bengals à 3 victoires, 3 défaites qui se relancent tranquillement avec 2 victoires de suite vont visiter les 49ers à 5-2 qui eux sont sur 2 défaites de suite. On sait toujours pas si Brock Purdy sera en uniforme pour les 49ers. Ce match-là, honnêtement, c'est très dur à prédire parce que si c'est Sam Darnold, honnêtement, je pense que les Bengals vont l'emporter. Je pense que les Bengals, en plus, on a une semaine de congé pour reposer Joe Burrow. Je pense que les Bengals vont remporter ce match-là et aller avoir une fiche supérieure à 500. Et c'est un match important pour les Bengals. 2 matchs importants. Non seulement on est à San Francisco en fin de semaine, mais la semaine prochaine, on va accueillir les Bills de Buffalo dans le match du dimanche soir. D'ailleurs, on pourra en reparler, mais en fin de semaine, ça reste une petite fin de semaine comparativement à les chocs qu'on va avoir la semaine prochaine. On aura la chance d'en reparler. Les Rams à 3-4 vont visiter les Cowboys à 4-2. C'est un match piège honnêtement pour les Cowboys. Les Rams qui sont accrocheurs depuis le début de la saison. Les Cowboys ne peuvent pas se permettre de perdre ce match-là si on veut continuer à suivre les Eagles au premier rang de la division. Les Cowboys vont l'emporter. Les Saints à 3-4 vont visiter les Colts à 3-4. Défaite crève-cœur des Colts à domicile face aux Browns la semaine passée. Du côté des Saints, je crois pas vraiment à cette équipe-là. Je pense que les Colts vont l'emporter, on va rebondir. Puis Gardner Minshew, en remplacement d'Anthony Richardson, fini pour la saison, joue pas mal du tout. Donc je m'attends que les Colts l'emportent. La bataille de New York, les Jets à 3-3 vont visiter les Giants à 2-5. Je dirais un match quand même qui est prenable pour les deux équipes. Les Giants qui ont surpris les Commanders la semaine passée à domicile. Du côté des Jets, on est sur 2 victoires de suite. C'est pas facile, surtout que Daniel Jones va pas jouer pour les Giants. À cause de ça, je pense que les Jets vont signer une 3e victoire de suite. Mais je serais pas non plus surpris que les Giants l'emportent grâce à leur défense. Bref, ça sera à voir. Les Falcons à 4-3 vont visiter les Titans, les pauvres Titans cette saison à 2-4 qui déçoivent. Tout le monde serait à vendre chez les Titans en vue de la date limite des transactions qui va avoir lieu mardi dans la NFL. C'est dur à dire. Je m'attends que Atlanta l'emporte, surtout qu'on veut rester au premier rang de notre division. Mais encore là, je serais pas surpris que les Titans l'emportent également. Les Browns, sans Deshaun Watson, à 4-2, vont visiter les Seahawks à 4-2 à 16h05. Est-ce qu'on a besoin de Deshaun Watson à Cleveland? Je pense pas. Mais on va quand même s'incliner face aux Seahawks. Les Seahawks connaissent une bonne saison et je m'attends que les Seahawks commencent à mettre de la pression là, sur les 49ers au premier rang de cette division-là. Ça va être intéressant à suivre cette course pour la fin de saison. Les Chiefs à 16h25 à 6-1 vont visiter les Broncos à 2-5. Honnêtement, même si les Broncos l'ont emporté la semaine passée, je m'attends que les Chiefs l'emportent quand même facilement à Denver. Les Chiefs, je vous le rappelle, la semaine prochaine vont aller en Allemagne et vont affronter les puissants Dolphins de Miami. Donc, on va vouloir bien se préparer et l'emporter. Dans le match du dimanche soir, honnêtement, c'est pas le meilleur match de la fin de semaine qu'on a mis au Sunday Night. Les Bears de Chicago à 2-5 vont visiter les Chargers à 2-4. C'est pas très vendeur comme match, mais je m'attends que les Chargers l'emportent. On a quand même une équipe largement supérieure, mais on déçoit depuis le début de la saison.
Les Chargers vont l'emporter. Et dans le Sunday Night, les Lions de Détroit à 5-2, oui, vont accueillir les Raiders à 3-4. Les Lions vont l'emporter. On va vouloir rebondir après une défaite. On s'entend sans équivoque à Baltimore la semaine passée. Les Lions vont l'emporter. Et à noter que dans le match du jeudi soir, les Bills de Buffalo l'ont emporté, eux, face aux Bucks de Tampa Bay. Victoire importante chez les Bills. Là, on passe à une fiche de 5-3. Il fallait l'emporter après une défaite crève-cœur contre les Pats la semaine passée. Du côté des Bucks, après un bon début de saison, là, on sent que la chaîne commence à débarquer. Là. 3 défaites de suite. On est maintenant à 3-4. C'est plus difficile là, au niveau de l'attaque. C'est bien beau que Baker Mayfield fait pas beaucoup de revirements, mais à un moment donné, ça prend de l'explosion, ça prend des points. Malheureusement, on n'en fait pas assez et les Bills en ont profité. C'est ça pour l'actualité du football. Maintenant, on va parler rapidement des autres sujets. Bon, la fin de saison du CF Montréal qui ne participeront pas aux séries éliminatoires de la MLS, qui vont d'ailleurs débuter en fin de semaine avec beaucoup de matchs. Je suis déçu qu'on fait pas les séries. En même temps, il y a personne qui va me dire ici que c'était pas prévisible. Là. Je veux dire, le CF Montréal, sur papier, n'a pas un alignement pour faire des séries éliminatoires. La seule raison pourquoi l'année passée, on avait une équipe très compétitive et qu'on s'est rendu loin, c'est premièrement parce qu'on avait un entraîneur exceptionnel à Wilfred Nancy, d'ailleurs qui est en titre pour l'entraîneur de l'année dans la MLS avec le Crew de Columbus, un entraîneur incroyable, va toujours tirer le meilleur de ses joueurs et l'avait fait à Montréal, mais Hernan Lozada, pour moi, n'est pas vraiment l'homme de la situation, mais il a un contrat garanti pour la saison prochaine. Donc, je sais pas là à quel point on va le renvoyer. Beaucoup de joueurs ont dit que le système de jeu n'était pas nécessairement adéquat à l'équipe. J'ai bien hâte de voir honnêtement ce qui va se passer avec cette équipe-là, mais faut aller chercher des joueurs en attaque puis ça presse. Ou changer totalement le système de jeu pour mettre l'accent sur cet aspect de jeu qui a fait défaut cette année. Et contrairement à 2022, on a été exécrable à l'étranger en 2023 chez le CF Montréal. T'es pas obligé d'avoir une fiche incroyable à l'étranger. Là. On s'entend là, dans la MLS, on sait que c'est difficile. Mais il faut quand même aller chercher ou grappiller certains points de temps en temps. Ce qu'on n'a pas été capable de faire cette année. Puis c'est ça qui a coûté la place au CF Montréal en série. Très décevant. Mais est-ce que je suis surpris? Non. Mais ça va être à voir dans les prochains mois ce qu'on va faire pour régler la situation. La série mondiale dans la MLB commence vendredi soir à Arlington, au Texas, entre les Rangers et les Diamondbacks de l'Arizona. On va se le dire, deux équipes qui sont pas nécessairement supposées être là. C'est deux équipes qui ont été des équipes repêchées pour entrer en séries éliminatoires. Les Rangers qui ont surpris tout le monde depuis le début des séries. On a battu les Rays de Tampa Bay, on les a balayés. On a balayé les Orioles de Baltimore qui avaient été premiers de leur division. On est allé battre les champions en titre de la MLB, les Astros de Houston, une série longue, mais on les a battus. Et du côté des Diamondbacks, on a battu les Brewers. On est allé battre les Dodgers. Et on les a pas juste battus, là. Les Dodgers de Los Angeles, on les a dominés. Et on est allé battre en 7 les finalistes de l'année passée, les Phillies de Philadelphie, qui moi je les voyais même peut-être gagner la série mondiale cette année. Deux équipes surprenantes, puis c'est très difficile de prédire qui va gagner cette série-là. Je pense quand même que les Rangers du Texas vont remporter la série mondiale. On a eu toute qu'une attaque. Les lanceurs m'ont surpris. Je pensais pas qu'on avait une équipe aussi bonne, dont Nathan Levaldier qui va débuter cette série-là. Mais, je veux dire, ça pourrait aller d'un côté ou de l'autre, cette série-là. Je serais pas surpris que l'Arizona l'emporte, mais c'est des équipes qui, il y a à peine 2 ans, étaient des équipes de bas de classement. C'est incroyable comment on a réussi une reconstruction rapide, mais ça montre la beauté du baseball. C'est bien beau être bon en saison régulière, mais les séries, c'est une toute autre saison. C'est comme ça dans tous les sports, hein, mais au baseball, c'est encore plus vrai, je me rends compte en ce moment. Et ça va être une série honnêtement intrigante. 2 jeunes équipes, puis 2 équipes que on connaît pas tant que ça, dans le fond. On connaît beaucoup plus les Yankees, les Blue Jays, évidemment. On connaît plus Houston, Philadelphie. Mais des petits marchés comme Arizona, c'est des équipes qu'on connaît pas. Puis d'avoir la chance de voir ces équipes-là rendues au sommet en série mondiale, c'est vraiment exceptionnel. Et moi, je suis content qu'on puisse voir ça. Ça commence vendredi soir. Il y aura un match samedi au Texas. Et lundi, on va se transporter en Arizona pour minimum le match 3 et 4 lundi, mardi. S'il y a un match 5, oui, ça sera mercredi prochain, encore une fois à Phoenix. Et le match, s'il y a un match 6 et même 7, ça serait vendredi et samedi prochain au Texas. Donc,
Ça pourrait quand même s'étirer jusqu'au 4 novembre, le baseball cette année. Très intéressant. Hâte de regarder cette série-là. Et rapidement, si on parle d'arts martiaux mixtes et de basketball rapidement, au basket, la saison est débutée depuis mardi dans la NBA. Les Raptors de Toronto ont remporté leur premier match. Ils vont affronter vendredi soir les Bulls à Chicago. Ça va être intéressant de voir. Et ça a été le début de Victor Wembanyama qui a été le premier choix au repêchage. Celui qu'on compare à LeBron James, un peu comme le Connor Bedard de la LNH cette année qu'on compare à Wayne Gretzky. Mais San Antonio qui a perdu leur premier match, donc ça va être intéressant de suivre l'évolution de ce joueur-là. Et dans l'UFC, il y a eu plusieurs choses. Il y a eu l'UFC 294 à Abu Dhabi où on a vu Islam Makhachev avec un coup de pied à la tête incroyable garder son titre contre Alexander Volkanovski qui avait été appelé à la dernière minute. Et Khamzat Chimaev qui bat Kamaru Usman en demi-finale. Dans un combat honnêtement très spécial, Kamaru Usman aussi qui avait été appelé à la dernière minute. Il y a eu beaucoup de chamboulements sur cette carte-là. Kamaru Usman qui remplaçait Paulo Costa qui avait eu une infection assez horrible au coude. Et Alexander Volkanovski remplaçait Charles Oliveira qui lui a eu une coupure lui aussi mais au sourcil. Donc on a eu deux remplaçants de dernière minute qui ont perdu mais qui ont quand même donné des oppositions. Surtout Kamaru Usman a donné beaucoup de difficultés à Khamzat Chimaev, qui maintenant réclame le combat pour le titre contre Sean Strickland. Ça sera vraiment à suivre. Et la bombe qui a tombé dans les dernières heures, c'est John Jones qui était supposé se battre contre Stipe Miocic le 11 novembre au Madison Square Garden à New York. Malheureusement, s'est fait une grave blessure aux pectoraux. Devra être absent environ 8 mois. Devra se faire opérer. C'est très dommage parce que ce combat-là, on l'attendait avec impatience. Donc l'UFC a été obligé encore une fois de s'adapter à la dernière minute. La finale est rendue. Le championnat du monde des Milo entre Jiří Procházka et Alex Pereira. C'est un retour pour Jiří Procházka. Et nous aurons droit au championnat intérimaire des poids lourds dans un choc quand même attendu entre l'anglais Thomas Pinal et Sergey Pavlovich, deux solides. Honnêtement, ça se peut quasiment pas que ça se rende à 5 rounds. C'est impossible. Je pense que ça pourrait se finir en 30 secondes, ce combat-là. Ces deux finisseurs. Qui va gagner, honnêtement, on aura la chance d'en reparler, je vais y penser, mais c'est très difficile parce que les deux gars qui sont debout, c'est des monstres, comme on dit. Donc, ça va être très intéressant, mais l'UFC 295, c'est sûr qu'il prend quand même une claque, là. C'est un gros bouleversement. Mais l'UFC a toujours l'intention de faire le combat entre John Jones et Miocic plus tard en 2024, peut-être là, vers le mois de mai ou juin. Et le gagnant de Aspinall contre Pavlovich devrait être celui qui va affronter le gagnant entre John Jones et Stipe Miocic. Donc c'est quand même un combat de haute importance qui va avoir lieu en demi-finale et non la finale de l'UFC 295 à New York le 11 novembre prochain. Et soyez là pour le prochain épisode parce que oui, en fin de semaine, oui, c'est une grosse fin de semaine, mais la fin de semaine du 4 novembre, ça va être une énorme fin de semaine avec les demi-finales du football universitaire québécois, les demi-finales dans l'Est et dans l'Ouest dans la Ligue canadienne, des chocs vraiment incroyables dans la NFL. Oui, il y a des bons matchs en fin de semaine, mais vous avez rien vu pour la fin de semaine prochaine. Et le Canadien, en plus, qui va jouer, et même peut-être un match 6 ou 7 de la Série mondiale. Ça sera une fin de semaine qui sera chargée. Mais on va commencer, par vivre en fin de semaine, mais c'est une invitation pour la semaine prochaine où on va analyser dans un autre podcast l'actualité, puis voir comment le Canadien va s'avoir débrouillé dans ce début de voyage à Vegas et en Arizona. Puis bon, on va commencer par le match de samedi face aux Jets de Winnipeg. Sur ce, merci d'avoir été là, merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à partager cette vidéo, liker évidemment, ça nous fait toujours plaisir. Si vous avez des commentaires, textez-moi en privé, ça me fera plaisir de vous répondre. Merci d'avoir été là, passez une excellente fin de semaine tout le monde.